Une production des studios Bass. Notre histoire nous sera racontée dans ce passé décomposé. Bienvenue à un tout nouvel épisode du Balado Passé décomposé. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce 11e épisode. Je m'appelle Guillaume Beaulieu et comme toujours, je suis accompagné de mon fidèle acolyte Martin Archambault. Bonjour Martin. Bonjour Guillaume, ça va bien? Avec 3 enfants en bas âge, une en CPE et 2 dans 2 écoles primaires, les virus se sont invités en masse. Oh, donc je crois que je ne sonne pas trop enrhumé, mais bon, donc si vous entendez un éternuement, c'est moi, je vous le garantis. Reste loin. Oui, c'est ça. Heureusement, on a quand même une certaine distance, toi et moi. Je vais m'arranger, pas de contaminer. Avant de commencer notre épisode, on a reçu 2 messages qui valent la peine d'être lus. D'abord, il y a Sébastien Grenier, qui est un de nos auditeurs, qui aimerait grandement partir l'Association des greniers du Québec. Il vous invite à le contacter au sebas27@hotmail.com, donc SEBAS grenier27@hotmail.com. On va également partager ses coordonnées sur notre page Facebook comme il nous l'a autorisé. C'est une super belle initiative, Sébastien. Ouais. C'est vraiment tout en ton honneur. Un autre courriel qu'on a reçu, c'est le message d'Estelle Côté. Elle nous félicite pour notre travail, mais surtout, elle a partagé l'histoire de son arrière-arrière-grand-mère qui a fait partie des missions de colonisation pour le Témiscamingue. Et même si le terme mission de colonisation sonne très vieux, ce n'est qu'au début des années 1900 qu'on a offert à la famille d'aller s'installer dans cette région-là. Elle nous explique donc que son arrière-arrière-grand-mère a quitté Sainte-Mélanie, qui est au nord de Joliette, dans la Naudière, en compagnie de ses 8 frères et sœurs et avec ses parents également, alors qu'elle n'était qu'une enfant. Ils se sont rendus en train jusqu'à North Bay, qui est à environ 350 km au nord de Toronto ou 350 km au nord-ouest d'Ottawa, tout dépendant c'est où que vous vous référez. Ils ont ensuite fait le reste du voyage en calèche. Ça a duré plusieurs jours, alors que de nos jours, c'est un voyage en voiture d'environ 2 heures. Et ils ont défriché leur terre dans le canton de Gig. Je crois qu'on prononce Gig. Qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Saint-Bruno de Gig. Estelle et son conjoint ont également défriché leur terrain récemment pour construire leur maison et elle lève son chapeau aux générations précédentes qui ont fait ça sans machinerie parce qu'ils ont dû abattre des arbres de 80 pieds de haut et 8 pieds de circonférence pour préparer leur terre. Quand même assez impressionnant. Donc, elle voulait surtout nommer à quel point nos ancêtres ne l'ont pas eu facile. Oui, on l'a parlé. Hein, défricher une terre, là, c'était une moyenne job. Oh, vraiment. Vous gênez surtout pas de nous écrire des messages comme ceux-ci. C'est super intéressant pour nous de les lire et d'en apprendre aussi davantage sur des histoires vécues. Vous pouvez nous écrire via notre site web au www.passedécomposé.com ou encore à l'adresse studio@passedécomposé.com, tous les deux sans accent, bien sûr. Cet épisode est présenté par généalogiequebec.com, la plus grande collection en ligne d'archives historiques du Québec et du Canada, avec plus de 100 millions de documents pour retracer votre histoire familiale. En tant qu'auditeur, vous profitez d'un rabais exclusif de 25% sur votre abonnement en entrant le code promo Histoire25 à l'achat. Martin, de façon générale, je m'occupe de la portion de l'actualité de l'émission, mais pour cet épisode, tu m'as dit que tu avais discuté avec des gens du Centre d'histoire de Saint-Hyacinthe. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Je suis allé rencontrer les gens au Centre d'histoire de Saint-Hyacinthe. Saint-Hyacinthe qui est ma ville natale, soit dit en passant. Donc, je connais bien le coin, je connais bien l'endroit. On avait communiqué ensemble à quelques reprises. C'est des auditeurs du podcast, d'ailleurs. Et je voulais les rencontrer. On a diffusé un épisode il n'y a pas très longtemps où on a parlé des variétés canadiennes. Exact, oui. Je leur disais que j'ai des photos d'archives, étant donné que c'est mon grand-père qui a fondé les variétés canadiennes. Donc, je voulais aller les voir, leur présenter les photos, peut-être leur remettre des photos qu'ils pourront garder dans leurs archives. Et en même temps, l'idée, c'était de rencontrer les gens, mais également le Centre d'histoire qui nous explique un peu ce qui en ressort. Donc, on va tout de suite écouter une petite entrevue que j'ai faite avec les gens là-bas. Oui, le Centre d'histoire en tant que tel a été fondé en 2004, mais c'est né de la fusion de 2 autres organismes, donc la Société d'histoire régionale de Saint-Hyacinthe, qui, elle, date de 1937. Il y a le service de généalogie là, qui s'est greffé, pas qui s'est greffé, plutôt, qui a été créé en 1978. Et l'autre organisme, c'est le Centre d'archives du séminaire de Saint-Hyacinthe, qui a été créé en 1990. Donc, en 2004, on fusionne
fusionne les deux organismes. Donc, ça permet là, de pouvoir en faire encore plus. Puis maintenant, on est rendu à 7 employés. Là. Donc, c'est ça aussi là, que ça a permis la fusion, là, de pouvoir mettre tous les efforts ensemble. Puis en plus des 7 employés, on a aussi là, énormément de bénévoles là, qui font toutes sortes de choses au Centre d'histoire. Oui, pour le service des archives, c'est super important de prendre rendez-vous, là, comme Anne-Sophie l'a expliqué, là, parce que ça se peut là, que votre document se trouve là, dans le fin fond de nos archives, là, en dessous là, de la chapelle du séminaire, ou ça se peut que la réponse aussi se trouve dans plusieurs boîtes. Là, donc, ça prend vraiment un travail préalable là, pour pouvoir sortir les bons documents aux chercheurs et aux chercheuses. Pour le service de généalogie, par contre, c'est sans rendez-vous. Donc, il y a des plages horaires là, qui sont affichées là, sur notre site Internet. Donc, habituellement, là, c'est le mardi, mercredi et jeudi en après-midi. Puis on a aussi un ou des fois même 2 samedis par mois là, où c'est ouvert là, de 10h à 15h. Donc dans notre infolette puis sur notre site Internet, là, on affiche les moments où c'est ouvert en généalogie. Là. Puis ça, même si vous connaissez rien, vous partez de zéro, vous pouvez vous présenter. Puis il y a un bénévole ou Isabelle là, qui est là pour vous accompagner dans vos recherches. Et est-ce qu'on doit être citoyen de Saint-Hyacinthe ou de la région pour être membre chez vous? N'importe qui, moi qui est de Sainte-Julie, je peux être membre? Oui, tout le monde peut être membre du Centre d'histoire. Pour le moment, la carte de membre est au coût là, de 30$. On peut l'acquérir là, sur notre site Internet. Puis ça donne accès là, à plein de choses, dont l'accès au service des archives et au service de généalogie. Aussi là, à nos conférences gratuitement. Puis on envoie là, des informations aussi à nos membres. Et les gens qui veulent vous suivre, savoir un peu ce que vous faites, puis être capable de se tenir au parfum de vos thèmes, est-ce qu'il y a une façon de vous suivre sur les réseaux sociaux, sur Internet? Oui, le meilleur moyen, c'est vraiment de s'abonner à notre infolettre parce que c'est là où on va venir dire s'il y a des changements au niveau de nos heures d'ouverture, si on a publié là, des nouveaux articles sur notre site Internet. Donc, toutes nos activités là, sont diffusées là, sur l'infolettre. Puis, on peut aussi là, nous suivre là, sur YouTube, sur Facebook. Puis, on a, c'est ça, là, notre site Internet là, qui est aussi l'outil par excellence, là. On va évidemment mettre la référence à votre site Internet sur notre site Internet, dans la section de nos collaborateurs, mais on va aussi la mettre dans les références du présent épisode. Mais rapidement, votre adresse Internet, quelqu'un qui veut visiter votre site web, c'est? Oui, c'est histoiredemasca.com. Histoiredemasca.com. Oui. Bon, exactement. On va aller voir ça. Merci beaucoup à vous tous, pour vous toutes, devrais-je dire. C'est juste des femmes? Non, vous avez des hommes aussi. Non, exactement. On est dans la zone parterre. Là. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, c'était toutes des femmes. Donc, merci à vous toutes pour cette belle rencontre aujourd'hui. Alors voilà, mon cher Guillaume, c'était une version assez ramassée, je dirais, là, assez courte, de quelques minutes de cet entretien-là, mais ça a été beaucoup plus long que ça. Donc, on va avoir dans quelques épisodes, un épisode spécial, là, on va vraiment parler de ce centre-là, parce que le fait qu'il y ait à la fois un centre d'histoire, de généalogie et d'archives, ça rend le centre très, très complet, puis il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, donc on va en faire un épisode spécial là, dans quelques épisodes. Merci, Martin, pour cette entrevue. En fait, je vais même te laisser encore le micro afin que tu puisses nous parler de ton mot historique du jour. Oui, bien sûr, on a un petit mot historique du jour. On écoute ça tout de suite. Le mot historique du jour. Dans le langage courant, le terme cousin désigne souvent un cousin germain, c'est-à-dire les descendants immédiats d'une fratrie ayant les mêmes grands-parents. Dans un sens plus général, on appelle parfois cousin tout individu avec lequel on possède au moins un ancêtre en commun. C'est même devenu plus large. Je trouve qu'on a beaucoup de gens de notre entourage avec lesquels on n'a pas nécessairement de lien de sang. On va considérer un peu comme des cousins, finalement. Oui, tout à fait. Et même des fois, il y a des cas particuliers, Guillaume, avec les familles modernes et recomposées. T'en sais quelque chose, j'en sais quelque chose. Ben, il y a des situations où j'ai une fille qui a un frère, un demi-frère, en fait, parce que sa mère a refait sa vie. Et elle s'est toujours posé la question, quel est le lien entre mes frères d'un côté puis mon frère de l'autre côté? C'est pas... Techniquement, il n'y a pas de mot. En tout cas, je ne le connais pas s'il y en a un. Mais pour elle, les deux, c'est ses frères, mais ses frères n'ont pas de lien entre eux. Donc, il faudrait quasiment inventer. Puis, ils se connaissent, là. Tu sais, maintenant, les familles, on est en bon terme. Donc,
ma fille a des frères dans 2 familles qui, techniquement, n'ont pas de lien de sang, mais qui sont quand même ses frères. Exactement. Il faudrait inventer des mots. On a une situation semblable, toi et moi, Martin. En fait, moi aussi, j'ai eu une première fille d'une première union. Puis des fois, quand je parle avec mes 2 plus jeunes et que je veux dire qu'on s'en va chez la mère de ma femme, donc la mère de mes 2 derniers, je suis comme on s'en va chez grand-maman Joanne, mais pour ma plus vieille, c'est pas sa grand-mère, mais c'est tout comme quand même. Et tout ça. Fait que là, c'est pas ta compliqué. grand-mère. Mais bon, ça va au-delà des liens. Ça rend la généalogie, ça va rendre la généalogie un peu plus complexe quand on va venir le temps d'établir les liens. Hein? Pas mal, oui. Surtout qu'on documente de façon ouverte beaucoup moins. Là. Vraiment. Bon, ben, parlant de généalogie, justement, tu sais, Martin, dans chaque épisode, on a notre thème général, puis on fait la généalogie d'une famille. Toi et moi, on a la chance d'avoir fait notre généalogie. On a utilisé différents outils pour nous aider. On a pu remonter nos lignées respectives. Lorsque j'ai commencé à faire ma généalogie, j'ai aidé aussi à faire la généalogie d'autres gens. Je ne savais pas qu'au Québec, on est des privilégiés dans le domaine de la généalogie. J'ai voulu comprendre en quoi on est si privilégiés dans ce domaine. J'ai donc fait appel à Bertrand Desjardins, qui est professeur honoraire et chercheur invité du département de démographie de l'Université de Montréal et par passe-temps un généalogiste émérite. Bonjour, Monsieur Desjardins. Bonjour. Avant tout, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours professionnel? Quelles études vous avez fait? Dans quel domaine vous avez travaillé? Écoutez, j'ai fait un premier cycle universitaire. J'ai l'âge que j'ai. J'ai fait un cours classique dans les anciens systèmes. Je suis venu à l'université. J'ai fait un baccalauréat en sciences économiques. Puis là, j'ai découvert la démographie au niveau de la maîtrise. Mais je pensais en démographie de lier l'économie et la démographie. Sauf que j'étais déjà père à cette époque-là et j'avais besoin d'argent. J'ai pris un emploi auprès d'un projet de recherche qui s'appelle le Programme de recherche en démographie historique. Donc, j'avais jamais entendu parler de ma vie, la démographie historique. Et grâce à cet emploi, j'ai découvert ce milieu superbe qui s'appelle la démographie historique et qui m'a amené ensuite, je vais vous expliquer pourquoi, à la généalogie. Donc, le programme de recherche que vous parlez, qu'on connaît quand même aujourd'hui sous le nom du PRDH, qui est encore très utilisé là, dans les différentes banques de généalogie. Oui, mais il y a un problème de vocabulaire. Les gens appellent le PRDH les données elles-mêmes, tandis que les données ont été accumulées au sein d'un programme de recherche. Alors, pourquoi on fait de la généalogie en démographie? C'est très intéressant, d'ailleurs, j'ose le dire en toute humilité, domaine de recherche qui a été parti en France dans les années 50 par un grand démographe français qui s'appelle Louis Henry et qui s'est aperçu qu'on pouvait utiliser les registres paroissiaux pour faire de la démographie dite historique, c'est-à-dire la démographie des peuples du passé. Parce que, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, les données modernes compilées pour étudier les populations, faire la démographie des populations, c'est récent. Au Canada, c'est 1921, 1926 au Québec, l'État civil. Puis les recensements, il y en a eu un premier en 1850, mais ils n'ont jamais été compilés pour être utilisés pour étudier la population. Alors, ce chercheur français a découvert, ou en tout cas, a mis sur pied une méthode qui s'appelle la reconstitution des familles, qui consiste à retracer à travers le temps et l'espace les événements qui concernent un couple et ses enfants et ses parents. En ramenant tout ça dans une fiche, qu'on appelle une fiche de famille, il était possible ainsi d'étudier la fécondité dans le passé en étudiant le nombre d'enfants nés, puis les espaces entre les naissances, et étudier la mortalité en liant le baptême d'une personne avec son décès, on avait son âge. Alors, ça a été une véritable révolution, si on veut, et il y a eu beaucoup, beaucoup de travaux qui ont été effectués. Or, il arrive qu'au Québec, il y a un dénommé Hubert Charbonneau qui est allé faire son doctorat avec M. Henry en France et qui est revenu au Québec pour devenir professeur au département de démographie. Et il s'est dit, c'est le paradis ici pour faire de la démographie historique. Parce qu'on a des registres paroissiaux qui remontent au tout début de la colonie. Le problème en France, c'est que les gens se déplaçaient,
Puis la population était très élevée, donc on était confinés dans un espace fini, puis on pouvait juste étudier les gens qui ne bougeaient pas, qui restaient dans la paroisse. Dès que quelqu'un partait, il n'y a pas moyen de retrouver le reste des événements. Mais au Québec, on part à zéro. On a une population qui débute, une population d'origine européenne, s'entend, et puis qui, dès le début, enregistre tous ces faits d'état civil, les naissances des gens, les mariages, les décès, et qui reste pendant des centaines d'années suffisamment faible comme population, là, ça n'a pas explosé, mettons, comme aux États-Unis, qu'on puisse imaginer qu'on pouvait la reconstituer entièrement, la population. C'est comme ça qu'a été fondé le programme de recherche en démographie historique, qui s'est donné, donc, comme but de reconstituer la population pour ensuite pouvoir l'étudier en détail dans le passé. Et il y a eu plein de développements ensuite, parce qu'on s'est aperçu que ce genre d'information sur une population du passé, ça permet d'étudier d'autres types de phénomènes qui ne concernent pas directement peut-être la population, mais toute population humaine. Et c'est comme ça que le projet a démarré, s'est installé, et puis s'est développé au fil du temps. J'y suis arrivé en 1972. J'ai pris ma retraite en 2011. Alors, ça fait après 39 ans. Et j'y travaille encore, mais cette fois, comme retraité, je continue à développer la banque de données remarquable qui s'appelle, son vrai nom, c'est le Registre de la population du Québec ancien, qui a été mis sur pied par le programme de recherche en démographie historique. Et on continue à avancer dans le temps, dans une période qui est toujours méconnue parce qu'il n'y avait pas de données qui permettaient d'étudier comme il faut. Puis là, on approche l'année 1871. Et puis, c'est vraiment parce qu'on a des registres paroissiaux depuis le début et complétés par... sont incroyables, nos registres paroissiaux, parce qu'ils étaient tenus en double. Sauf dans les tout premiers temps, ce qui permet que même s'il y a eu des pertes, des incendies, on avait toujours la deuxième copie qui nous permettait de récupérer l'essentiel de ce qui était perdu. Nos ancêtres avaient inventé le concept du backup, de la copie de sécurité. C'est quand même incroyable, hein? Tout ça avant l'informatique. Mais justement, vous en parlez de ces registres paroissiaux-là. On est extrêmement chanceux au Québec. Dans la grande majorité des sites, on les a jusque dans les années 40, pour certaines mêmes paroisses, jusque dans les années 50. On parle du Québec, mais est-ce que ces ressources-là sont numérisées un peu partout au Canada ou c'est principalement au Québec qu'on a accès à ça? C'est l'Église catholique qui tenait des bons registres paroissiaux. Les protestants, pour des raisons qui leur sont propres, tenaient des registres paroissiaux minimalistes. En particulier, les femmes ne gardaient pas leur nom de famille. Donc, si vous avez un John Smith avec une Mary, comme il y en a 200, vous n'êtes pas capable de savoir c'était qui. Et puis, ils nommaient pas les parents non plus dans les actes de mariage. Donc, c'est vraiment où il y a des registres paroissiaux utiles pour nous, la généalogie, les généalogistes, c'est où il y a des paroisses catholiques. Alors, quand les Canadiens français se sont mis à migrer, disons, en Ontario, quand il y a eu des paroisses catholiques qui sont francophones, presque par définition, et qui tenaient des registres. Donc, on tend et tend. Vous avez mentionné tout à l'heure le Généalogie Québec. Généalogie Québec consacre des ressources pour ajouter les paroisses ontariennes, par exemple, et à terme, certaines paroisses américaines où sont partis des Canadiens français, où sont établis, puis ça permet de suivre les gens, même en dehors du Québec. Mais essentiellement, le registre de la population du Québec ancien, c'est la population du Québec catholique. Question un peu idiote, mais ces registres-là qui ont été numérisés page par page, est-ce que ça a été fait à la main, tout ça, par des bénévoles, des employés, peu importe? Donc, quelqu'un a pris vraiment la peine de faire page par page?
Mais il y a eu deux étapes, si je peux dire. La première étape, ça a été de microfilmer les registres. Ça, c'est l'Institut Drouin qui a fait ça dans les années 40. C'est pour ça qu'on a sur support consultable, si on veut, les registres paroissiaux du Québec jusqu'en 1940. C'était une idée géniale. Vous pouvez imaginer dans les fins des années 30, un camion qui part avec une caméra puis qui se déplace dans les presbytères ou les palais de justice et qui filme. Et ça a créé cette fabuleuse collection qu'on appelle les fonds Drouin, c'est-à-dire que c'est des microfilms de tous les registres paroissiaux. Dans un deuxième temps, il y a les Mormons qui se sont ajoutés à ça. Je ne sais pas si tout le monde le sait, mais ceux qu'on appelle les Mormons, c'est l'Église Church of Latter-day Saints, basée à Salt Lake City, qui, dans leur cadre religieux, vouent une dévotion à leurs ancêtres, et une de leurs missions comme Mormons, c'est d'identifier leurs ancêtres. Okay. Alors, ils nous ont contactés dans les années 70 parce que la collection de Drouin était privée. Et donc, ils ont contacté le programme de recherche en démographie historique et on les a encadrés pour effectuer une deuxième opération de microfilmage des registres paroissiaux, mais cette fois-là des débuts jusqu'en 1876. Et donc, ça a fait une deuxième copie des registres paroissiaux. Maintenant, la numérisation qui permet la consultation plus facile en ligne, ça, c'est Jean-Pierre Pépin, qui avait acheté l'Institut Drouin quand il y avait menace qu'il soit pris en main par des Américains et qui, lui, a financé la numérisation, ce qui fait qu'on a des images maintenant qui sont extrêmement pratiques parce qu'on peut, on ajoute au relevé qu'on fait pour, on appelle ça l'indexation, parce que trouver quelqu'un dans les registres paroissiaux, même si on numérisé, vous pouvez tourner les pages longtemps pour trouver ce qui vous concerne. Donc, pour faire le relevé, de la même façon que pour reconstituer les familles, il a fallu, au programme de recherche en démographie historique, relever les noms des personnes, les dates, les lieux, et structurer ça pour être consultable. Donc, on a maintenant ces relevés-là, donc c'est comme un index, et il y a un lien direct à l'image qui permet d'aller voir l'acte original. Ça fait partie des immenses avantages qu'on a comme généalogiste au Québec. Vraiment. Puis, en fait, oui, ça donne que c'est notre commanditaire, mais Martin et moi, on est tous deux abonnés à Généalogie Québec depuis plusieurs années. Oui. Puis, juste votre nouveau moteur de... le nouveau moteur de recherche de Généalogie Québec qui permet d'identifier les noms des parents et de trouver tous les enfants d'un seul coup. C'est incroyable comment ça a aidé et c'est devenu d'une facilité incroyable de faire sa généalogie, même pour quelqu'un qui s'y connaît un peu moins. Ça, pour vrai, là, bravo au chef qui a fait tout ça. Je crois comprendre que la population n'était pas si nombreuse non plus à l'époque. Puis je crois comprendre que ça a eu un impact, dans le fond, pour faciliter à faire notre généalogie. Qu'est-ce qui fait qu'une population plus petite nous aide à faire une généalogie? C'est que pour pouvoir couvrir l'ensemble d'une population puis d'identifier tous les événements qui la concernent, parce qu'il faut voir que les gens se déplaçaient à travers le territoire et tout. Si la population, comme aux États-Unis, alors qu'on a atteint notre premier million, ils étaient 50 millions. La France, la même chose, à l'époque où quand vous travaillez en France, si les gens ont quitté votre village, je vous souhaite beaucoup de chance pour les retrouver. Alors que chez nous, comme non seulement la population était assez faible qu'on puisse toute la reconstruire dans son entièreté, mais en plus, elle est restée fermée. Fermée, ça veut dire pas sujette à des migrations extérieures. Les gens n'ont pas commencé à partir avant au 19e siècle, admettons, dans les années 1820. C'est seulement là que les mouvements ont commencé pour
coloniser l'Ontario, aller aux États-Unis. Mais avant ça, la population restait. Donc, on avait toute l'information sur eux. C'est ça qui est merveilleux. Donc, et puis, vous dites tout à l'heure que c'est rendu facile faire sa généalogie. Mais il faut voir que derrière le terme généalogie, il y a beaucoup de réalité. Au premier plan, faire la généalogie, c'est identifier ses ancêtres. Mm-hmm. Donc, moi, je l'ai faite à la main, ma généalogie, au début des années 70. C'était quelque chose. Mais maintenant, beaucoup de gens vont au-delà maintenant, parce que comme c'est rendu beaucoup plus facile d'identifier les gens, on cherche à avoir plus d'informations sur eux, leur vie, et deuxième immense avantage qu'on a au Québec, on a des actes notariés qui couvrent encore une fois cette population et qui remontent au tout début de la colonie. C'est-à-dire que si vous avez passé moins de temps à identifier vos ancêtres, vous pouvez consacrer du temps à utiliser les données notariées pour savoir qu'est-ce qu'ils ont fait, avec qui ils sont chicanés, comment ils ont géré leur patrimoine, les testaments. Alors, la généalogie, là, c'est un loisir infini. Oh, vraiment. C'est vrai, ça va au-delà de juste connaître le nom des parents, des grands-parents, ainsi de suite, parce que justement, comme vous dites, il y a tellement de ressources disponibles maintenant, on peut savoir presque année par année la vie de nos ancêtres. Il y a les recensements qui aident aussi grandement. On écrivait sur certains recensements le métier des hommes, est-ce qu'ils étaient propriétaires, est-ce qu'ils étaient locataires, combien même ils payaient à l'époque. Donc vraiment, c'est des ressources qui sont incroyables. Justement, j'avais lu un peu dans d'autres entrevues que vous parliez de population quasi fermée. Donc, très peu d'immigration. Qu'est-ce qui explique que, j'imagine, il y a un certain côté démographique, justement, qui fait pourquoi notre population s'expatriait un peu moins? Pourquoi on avait des colons un peu plus sédentaires? Ben, il faut voir que c'était une population catholique. Or, les États-Unis, au sud, c'était pas des catholiques, c'était des vous savez, la conquête est en 1760, alors jusqu'à la Révolution américaine, 15, presque 20 ans plus tard, c'était des Anglais, c'était l'Angleterre, on n'allait pas s'installer chez nos ex-ennemis, et puis il fallait gagner sa vie, et puis jusque, mettons, au 19e siècle, il y avait de l'espace, donc on pouvait utiliser, exploiter le territoire, puis y vivre. Mais c'est seulement quand, là, il n'y avait pas de contraception, donc les familles étaient nombreuses, ça faisait du monde à placer sur les terres. Et à un moment donné, on a manqué de place. C'est ça qui a fait que les gens se sont mis à migrer. Ils ont voulu aller vers l'Ontario, par exemple. Mais ça a été mal vu par les Ontariens qui étaient protestants, puis qu'on ne bougeait pas parce que ce n'était pas nécessaire tant qu'il y avait de l'espace. C'est une population rurale. On gagnait sa vie comme agriculteur, donc c'est pour ça. Oui. Plus tard, c'est vraiment des variables économiques qui ont fait que les gens se sont décidés à migrer. Il n'y a plus de place, puis il fallait vivre. Donc, c'est les manufactures aux États-Unis qui offraient des emplois. Donc, c'est pour ça que les gens y sont allés. Puis, l'Ontario, puis éventuellement le Manitoba, il y avait de l'espace. Donc, exact, oui, puis il y a eu quand même effectivement un très grand exode aux États-Unis. De ce que je me rappelle d'avoir lu, il y avait trop d'emplois pour le nombre de gens qu'il y avait aux États-Unis, alors qu'au Québec, c'était pas mal l'inverse. J'aurais eu encore des milliers de questions à vous poser. Probablement, je pense que je vais aller prendre un café avec vous pour qu'on puisse jaser. Bertrand Desjardins, professeur honoraire et chercheur invité du département de démographie de l'Université de Montréal et généalogiste émérite. Un grand merci de votre présence avec nous aujourd'hui. C'était franchement très intéressant de connaître les dessous de tout ça. Merci de m'avoir invité et félicitations pour le bon travail que vous faites. Je vous souhaite de croître de plus en plus et j'espère que j'aurai contribué à vos succès. Bien certainement. Juste le fait d'avoir participé à la création là, des outils ou des données, je devrais dire, là, qui nourrissent les outils qu'on consulte, parce que vous avez bien raison, on louange souvent les outils parce que, bon, ils nous rendent la vie facile, mais on oublie trop souvent
que la véritable matière première, c'est les informations qui s'y retrouvent dans ces outils-là. Et c'est celle-là qu'il a fallu travailler fort pour la rendre disponible, accessible, structurée. Donc, félicitations. C'est à nous de vous dire félicitations Vraiment. Pour l'excellent travail. Ouais. Merci à vous deux. À la prochaine. Bonne fin de journée. Martin, est-ce que tu avais une autre capsule à nous présenter? Ben oui, il y a une petite chronique, hein, comme d'habitude. Donc, tu vas voir, on est dans le thème aujourd'hui. Bon, j'aime ça. Au Québec, il y a une question qui finit toujours par sortir, surtout après le dessert, quand le café est servi et que quelqu'un commence à regarder les photos de famille. Toi, tu descends de qui? Et attention, ce n'est pas une question banale. C'est le point de départ d'une discussion qui peut durer 5 minutes ou 2 heures. Parce qu'au Québec, la généalogie, ce n'est pas juste un passe-temps, c'est presque un sport national. Et pour comprendre l'engouement, il faut remonter loin. Très loin, jusqu'à la Nouvelle-France. À l'époque, la population est petite, stable et bien surveillée, dans le bon sens du terme, bien sûr. Les prêtres tiennent les registres paroissiaux avec un sérieux admirable. Baptême, mariage, sépulture, tout est noté, daté, signé par ceux qui savent écrire, et sans le savoir, ils sont en train de créer le rêve ultime de tout généalogiste moderne. Un système si bien fait qu'aujourd'hui, plusieurs Québécois peuvent remonter leur lignée jusqu'au 17e siècle sans trop de trous ni trop de surprises. Et quand on dit « remonter », ce n'est pas une image. Souvent, ça commence par un arrière-grand-père, puis un arrière-arrière-grand-père, et soudainement, on se retrouve avec un ancêtre qui a traversé l'Atlantique en 1665. Pas de GPS, pas de réservation en ligne, juste beaucoup de courage. Pendant longtemps, la généalogie se transmet surtout oralement. On raconte les histoires de famille, parfois embellies. Tout le monde a un ancêtre arrivé avec Champlain ou un ami curé. La vérité, elle? Des fois oui, des fois non, mais disons que l'histoire a pris un petit détour créatif. Au 19e siècle, la généalogie devient plus sérieuse. Des érudits commencent à compiler des données, à structurer l'information. Le travail monumental de Cyprien Tanguay avec son dictionnaire généalogique devient une référence. Grâce à lui, plusieurs familles découvrent enfin que leur ancêtre venait de Normandie et non pas juste de quelque part en France, probablement à côté de Paris. Puis arrive le 20e siècle et surtout la période de la Révolution tranquille. Les repères traditionnels changent, les familles déménagent, les campagnes se vident et là, beaucoup ressentent le besoin de savoir d'où ils viennent. La généalogie devient une façon de se reconnecter, de remettre un peu d'ordre dans un monde qui change vite. En 1919, Joseph Drouin fonde l'Institut généalogique Drouin. Son objectif est clair et visionnaire, préserver, organiser et rendre accessibles les registres essentiels à la généalogie canadienne-française. C'est aussi l'époque des sociétés de généalogie, des microfilms, des salles d'archives. Faire sa généalogie demande alors du temps, de la patience et une bonne capacité à déchiffrer une écriture du 17e siècle qui ressemble parfois à un électrocardiogramme. Puis, miracle moderne, l'ère numérique. À partir des années 1990 et 2000, les registres sont numérisés. Des plateformes comme BANQ, PRDH, Ancestry et plus particulièrement ici, Généalogie Québec, permettent de faire en quelques clics ce qui autrefois pouvait prendre des semaines, voire des mois. La généalogie se pratique désormais en pantoufles, café à la main, une véritable révolution. Et plus récemment encore arrivent les tests d'ADN. Cela confirme parfois ce qu'on savait déjà et parfois, il sème un léger malaise autour de la famille. Mais il rappelle surtout une chose. Même si on aime beaucoup nos ancêtres de la Nouvelle-France, notre histoire est souvent plus diversifiée qu'on ne l'imaginait. Au fond, si la généalogie passionne autant les Québécois, ce n'est pas juste à cause des outils ou des archives exceptionnelles, c'est parce que notre société est jeune et issue d'un petit nombre de familles fondatrices et profondément attachée à la mémoire. Chercher ses ancêtres, c'est chercher des visages, des histoires, des choix courageux et parfois des surprises inattendues.
Faire de la généalogie au Québec, c'est prolonger l'histoire de la Nouvelle-France, un nom à la fois, et c'est peut-être pour ça que tant de Québécois finissent par se dire un jour en regardant leur arbre généalogique, finalement, j'étais ici bien avant Google, je vais continuer d'écouter Passé décomposé. Cette minute du patrimoine. Ben oui. C'était donc bien intéressant. Ben oui, et assez cohérent avec ce qu'on vient d'entendre on avec est vraiment notre invité. dans le sujet. Oui, tout à fait. Tu me fais rire avec la phrase on regarde les photos, oui, qu'est-ce qu'on se dit? Ben moi, je me dis, c'est qui lui? Ouais. Moi, on fait souvent ça chez mes parents, à peu près une fois par année, là, ressortir des vieilles photos. Il y en a toujours un qu'on reconnaît pas. C'est qui ce monsieur-là? Exactement. Puis moi, je pense à mon père que va retrouver une vieille photo quand il était ado, puis il va être capable de me dire c'était quelle date quasiment, où est-ce qu'il habitait, c'était qui les voisins, et on sort des photos de son mariage, et des fois, il y a des gens qui ne savent pas c'est qui. Tiens donc. Ah, voilà. Mémoire sélective. Oui, c'est ça. Martin, aujourd'hui, j'avais envie de te parler de François et de Nicolas Bélanger, les deux ancêtres des familles Bélanger du Québec. On va débuter par François, tout simplement parce que c'est lui qui est arrivé au Québec en premier. François Bélanger naît vers 1612 à Lisieux, en Normandie, en France, et selon certaines sources, il serait arrivé au Québec en 1634. En 1634, généralement, tu nous parles d'ancêtres qui naissent dans ces environs-là. C'est quand même, c'est tôt, ça? Oui, effectivement. Puis on considère François Bélanger comme un des premiers pionniers de la Nouvelle-France. Pour vous donner une idée, Louis Hébert, le tout premier colon qui s'est définitivement installé au Québec, lui, c'est en 1617. Donc, environ une vingtaine d'années plus tard, là, il y a une autre vague de colons qui va arriver. Donc, il n'est pas nécessairement le premier, mais il est quand même dans les premiers qui se sont installés en Nouvelle-France. Il va quitter la France au printemps 1634 en compagnie de Robert Giffard. Ça fait un petit bout qu'on n'a pas parlé de lui. Ouais, donc c'est un habitué du podcast. Ben, écoute, on devrait l'inviter. Une carte chouchou. Petit rappel, donc Giffard, qui avait été un confrère d'études de Louis Hébert et possiblement inspiré par son ancien collègue d'école, Robert Giffard, va venir s'installer quelques années plus tard dans les environs de Québec jusqu'en 1627. Étant convaincu que la Nouvelle-France mérite d'être colonisée, il va aider la Compagnie des Cent Associés à peupler le nouveau pays. Il existe tout de même une certaine interrogation quant à l'arrivée exacte de François Bélanger parce qu'il n'est pas cité dans aucun acte avant 1637, donc quand même 3 ans plus tard. Puis laisse-moi deviner, il est arrivé ici, puis comme tous les autres, il était cultivateur. Ben non. Ah non? Non! François, lui, va exercer plutôt le métier de maçon et sera fort probablement l'élève d'un dénommé Jean Guyon, qui est l'ancêtre des familles Dion du Québec. Le nom Guyon s'est déformé avec le temps pour devenir Dion. Jean Guyon, dont le nom évolué, donc, va arriver au Québec en même temps que François Bélanger et est âgé d'environ 18 ans de plus que Jean. Comme Bélanger arrive au Québec seul et célibataire, peut-être que Jean va décider de prendre un peu François sous son aile. Il va lui montrer le métier, il va travailler avec lui. Et Jean Guyon va même se marier à Mathurine Robin. Ils vont avoir ensemble 9 enfants, dont Marie Guyon, qui va devenir l'épouse de François. Pour avoir lu un peu sur le sujet de mémoire, Marie était pas mal jeune quand ils se sont mariés. Hein? C'est chic que ça arrivait des fois. Là. Avec notre regard contemporain, c'est quand même assez troublant à entendre. Là, mais Marie était âgée de 13 ans et demi lors de son mariage avec François, qui lui est âgé de 25 ans. On se rappelle toutefois, l'âge de consentement au mariage à l'époque, c'est 12 ans pour les filles et 14 ans pour les gars. Je dis âge de consentement, là, mais on s'entend que c'est principalement le parent qui va quand même décider. C'est pas nécessairement des mariages forcés, mais c'est quand même pas loin non plus. On en avait parlé dans le 2e épisode, là, un peu de comment ça fonctionnait. On parle pas tant de mariage, on parle plus de mariage arrangé, plus que de mariage forcé, parce que, bon, ben, toi, t'as une fille qui est célibataire, ton voisin, une fille qui est célibataire, les deux, vous savez que vous êtes des bons partis, ben, tiens, ma fille, va donc voir le petit voisin à côté, il est bien fin, puis si ça donne, mariez-vous, s'il vous plaît. Ouais, c'était pas forcé parce que il était tellement jeune qu'il était même pas en âge de s'opposer à la décision. Fait que c'est un peu... Ouais, c'est ça. Mais les temps, il faut toujours... Et je trouve que de façon contemporaine, on l'oublie sur des trucs beaucoup plus récents. C'est-à-dire quand même entre les années 60, 70, puis aujourd'hui, il y a beaucoup de trucs qui passaient dans le temps, qui ne passeraient plus aujourd'hui. On l'oublie. Que dans le temps, c'était...
accepté. Je dirais pas que c'était peut-être pas plus correct, mais c'était accepté. Donc, toléré, les gens qui faisaient ça n'étaient pas mal vus. Au contraire, c'était la norme. C'est notre regard d'aujourd'hui. Il faut faire attention au jugement rapide. Tout à fait. François Bélanger et Marie Dion vont être les parents de 7 filles et de 5 garçons. Il y a un garçon et une fille qui va décéder à quelques jours de vie. Donc, ça laisse quand même 6 filles et 4 garçons pour poursuivre la famille. D'ailleurs, un des fils va marier une des filles de Zacharie Cloutier, l'ancêtre qu'on a parlé lors de notre tout premier épisode. Alors que 2 autres enfants vont marier des petits-enfants de Zacharie. Donc, les 2 familles sont quand même assez proches. On se rappelle que François Bélanger et Zacharie Cloutier sont arrivés au pays fort probablement en même temps, ou du moins très rapprochés, très peu de temps d'intervalle. Donc, on se doute fortement que Bélanger et Cloutier se connaissaient déjà. Ben oui. Et suivant les coutumes, il est marié, donc on imagine qu'il va avoir des enfants, toute la kit. Donc, tu l'as dit, il va en avoir, on le sait, mais il faut qu'il s'installe sur une terre puis qu'il commence à... Même si son métier, c'était maçon, il faut qu'il vive quelque part. Et effectivement, c'est difficile, par contre, de savoir avec certitude où François a été durant toutes ces années. On sait qu'il va participer avec Jean Guyon, son beau-père, et Zacharie Cloutier à la construction du manoir seigneurial de Robert Giffard. Ensuite, à partir de 1640, on retrouve François et Marie à Château-Richer, où la totalité de leurs enfants vont naître. Puis j'ai cru lire que François Bélanger, c'était considéré comme un homme de bonne réputation, hein? Effectivement, François va être, en plus de son métier de maçon, il va être cultivateur, syndic, marguillier, seigneur de bon secours, capitaine de milice, évaluateur foncier et homme d'affaires. Là, j'ai dit plusieurs termes, là, je vais prendre le temps de tout vous les expliquer. Donc, un syndic, c'est le représentant d'une ville. C'est un peu comme le délégué syndical de la ville qui va s'assurer que tout ce qui se décide par les autorités, c'est en faveur des habitants. Okay. Un marguillier, quant à lui, c'est un membre du conseil d'une paroisse, donc un peu comme l'assistant d'un maire d'une ville de nos jours. Mais pour la paroisse. Mais exactement, pour cette paroisse-là seulement. Le seigneur n'est pas la personne qu'on prie, là, mais bien la personne qui va s'occuper de la gestion de la seigneurie. Donc, lui, c'est justement un peu l'équivalent du travail d'un maire ou d'une mairesse de nos jours. Il va s'assurer du bon fonctionnement de sa seigneurie, il va devoir prendre des décisions pour le bien-être des habitants également. La seigneurie de Bon Secours correspond aujourd'hui à la municipalité de Lillet, dans la région de Chaudière-Appalaches. C'est donc de cette région-là qui aurait été le seigneur. Le capitaine de milice, quant à lui, il va être le responsable d'un groupe d'habitants qui est prêt à combattre l'ennemi au besoin. C'est donc lui qui va s'assurer que les gens savent manier leurs armes, qu'ils savent bien l'utiliser, va donner des ordres au besoin aussi. Donc, c'est un peu lui qui chapeaute tout ça. L'évaluateur foncier, bon, c'est pas mal la même chose qu'on connaît aujourd'hui. Et pour ce qui est de son travail d'homme d'affaires, j'ai malheureusement pas pu trouver d'informations en lien avec ce qu'il faisait comme affaires précisément, malheureusement. C'est drôle parce qu'on dirait que nos parents, nos grands-parents, ils avaient une job à vie, puis là, nous autres, puis nos enfants, on va tous être appelés à changer de job un petit peu plus souvent. C'est plus dans l'air du temps de changer de job. Lui, c'était vraiment un homme aux 1000 métiers. Oh, vraiment? Hein, pour son époque, c'était quand même surprenant. Puis est-ce qu'on sait, il est mort de quoi? On ne saura pas quand est-ce qu'il décède même, en fait. Donc, dire de quoi qu'il est mort, c'est encore plus difficile. On sait par contre qu'il va s'éteindre quelque part entre octobre 1685 et avril 1687, donc âgé de plus ou moins 74 ans, qui est quand même un âge respectable. Son épouse Marie va lui survivre une dizaine d'années et vivre jusqu'au 29 août 1696, alors qu'elle s'était à l'âge de 72 ans. Il y a l'Association des familles Bélanger qui va suggérer à la Commission de toponymie du Québec les noms de François Bélanger et Marie Guyon afin que leur mémoire soit commémorée. Et même si c'est pas vraiment tant en lien avec les villes où est-ce qu'ils ont habité, il existe désormais le lac François Bélanger et le lac Marie Guyon sur l'île d'Anticosti sur la Côte-Nord. Wow! François et Marie sont les ancêtres d'une grande majorité des Bélangers du Québec et à son décès, François est considéré comme un des hommes les plus riches en termes de terre dans la Nouvelle-France. Mais tu dis de la grande majorité des Bélangers, mais pas tous les Bélangers. Tu as d'ailleurs dit tantôt d'entrée de jeu qu'il est arrivé avec un autre Bélanger, son frère. Il faut dire d'abord qu'il n'existe aucun lien de parenté entre les deux hommes. Est-ce qu'il en existe un plusieurs centaines d'années avant peut-être, là, mais je ne me suis pas rendu jusque-là. C'est juste qu'il y avait 2 Bélangers sur le bateau. Exactement. Un qui est arrivé un peu plus tard que l'autre. Donc, Nicolas Bélanger, dit Catherine, va naître vers 1633 à Touques, une ville dans la région de la Normandie. Donc, il habitait quand même dans la même région, mais pas nécessairement dans la même ville. On ne sait pas d'où vient le surnom dit Catherine. Habituellement, vite comme ça, j'aurais tendance à dire qu'il s'agit du prénom de sa mère, parce que c'était souvent une façon qu'on utilisait pour différencier d'un autre.
Mais quand je dis que Nicolas, c'est un mystérieux, là, que le début de sa vie est mystérieux, c'est au point où on ne connaît même pas le nom de ses parents, en fait. Généralement, dans un acte de mariage, on va écrire, exemple, Jacques, fils de Gaston et Madeleine. Mais même dans son acte de mariage, le nom de ses parents n'est même pas mentionné. Étrange, on va mettre un homme là-dessus. Ouais. On sait pour quelle raison Nicolas est arrivé en Nouvelle-France? On ne sait pas exactement ni pourquoi, ni même quand Nicolas va arriver précisément en Nouvelle-France. Il va toutefois être cité dans les registres de la seigneurie de Beauport le 15 octobre 1655, alors qu'il travaille aux côtés de Paul de Rainville. Nicolas s'intéresse plutôt à la pêche au lieu de l'agriculture, mais en plus de ça, il va pratiquer le métier de saunier, c'est-à-dire un fabricant et un commerçant de sel. Le sel est une ressource particulièrement appréciée. Ça aide notamment à la conservation des aliments, ça donne un peu de goût aussi. Et je vous ai parlé qu'il travaillait avec Paul de Rainville. Eh bien, ça sera plus qu'un collègue de travail pour Nicolas, ça va devenir éventuellement son beau-père, parce qu'en effet, Nicolas Bélanger va épouser Marie de Rainville le 11 janvier 1660 à la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec. Au moment de leur union, Nicolas est âgé de 27 ans, alors que Marie est âgée de 20 ans. Ah, puis ça veut dire qu'il était pas mal il est arrivé après pas mal, parce que si c'est marié en 1660, tantôt, l'autre Bélanger, on est arrivé vraiment beaucoup plus tôt que ça, donc ils se sont pas... ils n'étaient pas sur le même bateau. Ils étaient Clairement sur pas sur le même bateau, c'est clair. ça c'est sûr. Ouais. Est-ce qu'on sait à quel endroit le couple va... le couple Marie Rainville et Monsieur Bélanger, est-ce qu'on sait à quel endroit le couple Rainville-Bélanger va s'installer? Bien, peu de temps après leur mariage, Nicolas va acheter la terre de son beau-père Paul, une terre au bourg de Fargy, qu'on appelle aujourd'hui Beauport. On se rappelle que Fargy, là, c'était un hommage à Robert Giffard, un grand nom de la colonisation du Québec. On inverse les syllabes, donc Giffard-Fargy. Nicolas va passer une bonne partie de sa vie à exploiter cette terre-là et à agrandir cette terre. C'est également dans cette ville que vont naître les 6 garçons et 6 filles du couple. Toutefois, il y a un garçon qui décède à quelques jours de vie, alors qu'un autre ne se mariera jamais. Il y a 3 des filles Bélanger qui vont épouser 3 frères du nom de parents, donc 3 filles, il y a 3 sœurs qui vont épouser 3 frères. Ça arrivait souvent, ça. Hein? C'était quand même assez il n'y avait pas fréquent. beaucoup de familles, fait que c'est sûr que... Pas beaucoup de familles, pas de Tinder, donc on se passe avec ce qu'on a. Quelques années plus tard, il va acheter une terre voisine à la sienne afin d'agrandir encore plus son lopin de terre. Fait que Nicolas est parti sur une montée, là. Il va avoir une belle vie prospère. Très belle vie prospère, un bon travail, un bon lopin de terre, une belle grande famille. La vie lui souriait. Toutefois, Nicolas va décéder le 19 octobre 1682 à Beauport à seulement 49 ans. Ça va donc couper court ces projets, malheureusement. Oui, fait un peu prématuré. Si je ne me trompe pas, Guillaume, il existe la maison Girardin-Bélanger à Québec. C'était sa maison, ça? C'est ce qu'on a cru jusqu'à très récemment, en fait. La maison est située au 600 Avenue Royale à Beauport et c'est longtemps appelée maison Girardin-Bélanger parce qu'on avait cru à tort que la maison appartenait à Nicolas Bélanger. Cela dit, en inspectant le rapport d'arpentage de 1669 qui avait été fait par Joseph Giffard, qui est son fils, on réalise que cette terre appartient plutôt à Michel Lecourt et non Nicolas Bélanger. Donc, dans les années qui suivent, cette terre va être vendue à la famille Girard dit Girardin, d'où le nom de la maison. Et tout ça, ça va se faire à la fin des années 1700. La maison est encore même là, présente. Celle que vous voyez à cette adresse-là, c'est encore la même. Mais maintenant, la maison s'appelle seulement Maison Girardin parce qu'on a conclu qu'effectivement, il n'y avait pas eu de Bélanger à cette adresse. Tiens donc. Des fois, on réalise les erreurs, mais plus tard. Oui. C'est correct. Faute avouée est à moitié pardonnée. Exactement. On fait souvent ça, puis là, il y a 2 ancêtres pour les Bélanger, mais il y a beaucoup de descendants. Il y en a des illustres, des Bélanger qui ont marqué notre histoire au fil du temps. Bien sûr, plusieurs dans l'histoire récente. On peut penser à Daniel Bélanger, auteur, compositeur, interprète, gagnant de 28 trophées Félix, donc le gala de la disque. Il y a également Léonidas Bélanger, qui est un réputé généalogiste de Chicoutimi. Tiens donc. Il existe d'ailleurs aujourd'hui le prix Léonidas Bélanger qui est remis annuellement en son honneur par la Fédération Histoire Québec pour la qualité des publications ou des réalisations d'événements. Il y a la rue Bélanger à Montréal qui traverse plusieurs arrondissements et cette rue-là est en mémoire d'Antoine Bélanger qui était au milieu des années 1850 copropriétaire de cette rue.
Les gens de Québec ont peut-être aussi déjà entendu le nom de Dina Bélanger. Il existe une salle au Collège Jésus-Marie de Sillery à Québec, en plus d'une rue dans le même arrondissement, ainsi que le Collège Dina Bélanger à Saint-Michel-de-Bellechasse. Dina était une religieuse et une musicienne de grand talent dans la région de Québec, connue sous le nom en religion de Marie-Sainte-Cécile de Rome. Dina s'identifie beaucoup à Sainte-Thérèse de Lisieux. Elle va naître d'ailleurs quelques semaines juste avant le décès de Sainte-Thérèse de Lisieux. Elles ont toutes deux, senti le désir de la vie religieuse dès l'enfance. Les deux rêvaient de devenir saintes et les deux avaient une fibre artistique bien développée. Là où l'histoire devient presque surréelle, c'est que Dina va décéder de la tuberculose, tout comme Sainte-Thérèse de Lisieux. Elle sera béatifiée en 1993 par le pape Jean-Paul II. Du côté de la politique, on peut également penser à Fabien Bélanger, un comptable de formation qui fut député sous la bannière libérale dans l'ancien comté Mégantic-Compton. Il a été élu en 1980. Ce qu'on retient de son court mandat d'un peu moins de 3 ans de Bélanger, c'est sa négociation avec la société, je crois qu'on prononce Domtar. Domtar, merci beaucoup. Une papetière québécoise qui planifiait la fermeture de ses usines. Il va également travailler à mettre en place un plan d'accès à l'habitation. Il sera réélu aux élections de 1981, 1er octobre 1983. Malheureusement, alors qu'il se trouve chez lui, il va faire un malaise cardiaque et décéder. Et c'est alors son épouse, Madeleine Bélanger, née Odette, qui va être élue dans cette même circonscription, ainsi que pour les 4 élections suivantes. Donc, ça reste dans la famille, comme on dit. Ben oui. C'est ce qui conclut notre épisode. Déjà, mon cher Martin, cet épisode était présenté par généalogie-québec.com, la plus grande collection en ligne d'archives historiques du Québec et du Canada, avec plus de 100 millions de documents pour retracer votre histoire familiale. On en a même glissé un mot tantôt avec M. Desjardins. En tant qu'auditeur, vous profitez d'un rabais exclusif de 25% sur votre abonnement en entrant le code promo Histoire25 à l'achat. Et je rappelle à tous nos auditeurs, Guillaume, qui veulent nous écrire, nous donner vos commentaires. Gênez-vous pas, on aime ça, vous lire ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé, des suggestions, des anecdotes, des critiques constructives. Allez-y, on est là pour vous écouter. Si vous êtes une association, une association familiale, un groupe de généalogie, une association ou un regroupement d'histoire, que vous voulez qu'on parle de vous, écrivez-nous aussi, on le dit souvent, on est là pour vous laisser une belle tribune. Il n'y en a pas beaucoup des tribunes dédiées à l'histoire et à la généalogie, donc profitez-en. C'est bar ouvert puis c'est gratuit. Ben oui, puis c'est pas pour se vanter, mais on est en train de créer quand même plusieurs contacts avec certaines associations, certaines fédérations. Donc, mine de rien, nos espaces disponibles se remplissent rapidement. Oui, tout à fait. Donc, ne vous gênez pas à nous écrire. Pour notre prochain épisode, je crois que je vais devoir demander à mon épouse de venir me reconduire, juste pour être certain, parce qu'on va parler de bière. Et des ancêtres Bouchard, soit Claude et Claude Bouchard. Et oui, les 2 ancêtres Bouchard ont exactement le même nom. C'est fort, hein? Ça va être facile. C'est ce qui conclut donc pour mon cher Martin pour aujourd'hui. Ben écoute, je te souhaite un bon 2 semaines à nos auditeurs, puis revenez-nous, dis-je, en forme pour un prochain Passé décomposé. Notre histoire nous sera racontée